Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Bonjour Guy Lagache. Bonjour Thierry. On vous a connu pendant 8 ans à la tête du magazine Capital sur M6. Vous avez aussi dirigé l'info sur D8. Vous avez fait un passage à la tête des antennes de Radio France. Et vous renouez depuis 2 ans avec le métier de reporter tout-terrain. Voilà, c'est un résumé rapide de votre CV. Vous produisez actuellement pour Ushuaïa TV une série documentaire intitulée Terre d'urgence, Terre au pluriel. L'idée est de rencontrer ceux dont la vie est la plus impactée par les effets du réchauffement climatique. Montée des eaux, avancement du désert, fonte des glaces. Et le premier numéro qui a été diffusé au printemps était consacré au Congo et à la déforestation. Vous étiez parti 1 mois au cœur de la forêt tropicale. Quel constat avez-vous tiré sur les causes et les conséquences de la déforestation ? Bon, d'abord, c'est un fait majeur. On n'a pas conscience que la forêt tropicale du Congo constitue le 2e poumon vert de la planète. Et chaque année, vous avez, imaginé, plus d'1 million d'hectares de forêt qui sont détruites. Au cœur de cet enjeu, il y a l'enjeu de l'énergie. En gros, vous êtes dans un pays, dans une région du monde qui n'a pas accès à l'électricité. Et donc, comment vous faites quand vous n'avez pas accès à l'énergie ? Eh ben, en réalité, les gens ont recours à ce qu'on appelle du charbon de bois, du makala, comme on dit en Swahili, qui et donc permet aux gens de pouvoir vivre, chauffer leurs aliments, chauffer l'eau, etc. Et derrière ça, il y a un désastre écologique, évidemment, parce que c'est au cœur des problématiques climatiques. Vous avez un désastre social, mais vous avez aussi un problème de sécurité nationale. Pourquoi ? Parce que derrière, encore une fois, ce trafic de makala, de charbon de bois lié à la déforestation, vous avez une économie de guerre qui est donc alimentée par les ressources naturelles, puisqu'il faut savoir que dans cette partie du monde, vous avez une des guerres les plus meurtrières de l'histoire contemporaine, qui a fait près de 10 millions de morts à la frontière du Rwanda, dans cette région très particulière qui s'appelle le Kivu. Et bien évidemment, couper les arbres pour fabriquer le makala, c'est pas légal, c'est totalement un trafic et les gens coupent un arbre pour 2 euros, c'est ça ? Absolument, ouais. $2. 2 $. Vous avez la valeur d'un arbre centenaire, c'est $2. Simplement, ce trafic de coupe d'arbres qui donne lieu ensuite à une carbonisation du bois pour en faire du charbon représente un chiffre d'affaires global de 40 millions d'euros par an. Et ce trafic-là, ce chiffre d'affaires-là, est une manne qui constitue, des ressources absolument considérables pour les groupes armés qui essayent qui luttent depuis la fin du génocide du Rwanda pour la prise des territoires au sein du Kivu. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le Congo est à la fois l'un des pays les plus pauvres de la planète, mais dans son sous-sol, l'un des pays les plus riches d'Afrique. Bien sûr. Et vous avez donc une richesse. On parlait du bois, de l'argent, de l'or, pétrole, gaz. Vous avez le coltan, vous avez la cassitérite, qui est un minerai sans lequel votre téléphone portable, votre ordinateur, vos smartphones ne pourraient pas fonctionner. Et donc, évidemment, tout ça constitue des enjeux économiques majeurs. Et encore une fois, quand on en revient au makala, aussi constitue un désastre écologique absolument colossal. Alors vous avez passé 1 mois, je le disais, en RDC, et ce qui est intéressant dans votre documentaire, c'est que vous vous êtes aussi attaché à montrer ceux qui cherchent à apporter des solutions. Il y a des initiatives, il y a des alternatives au makala, il y en a 2 en particulier que vous montrez dans le documentaire. Et c'est important de montrer qu'il n'y a pas de fatalité et que des gens se battent pour apporter des solutions. C'est ce qui est très intéressant dans cette série, c'est d'aller vivre au plus près des communautés humaines
qui font face à la virulence du climat ou des désordres environnementaux. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes auprès d'eux, vous voyez que ils sont en avance de phase à tous les niveaux, à la fois dans ce qui se prennent dans la figure, mais aussi dans cette espèce d'absolue nécessité de s'adapter. Le maître mot est l'adaptation. Nous, on commence à en parler beaucoup aujourd'hui en France, en Europe, en Occident, de ce besoin de s'adapter à une réalité qui s'impose à nous, avant de trouver les moyens de transformer nos modèles économiques afin de faire, in fine, d'ici 20 ans, baisser, comment dirais-je, les températures et pour revenir à quelque chose de beaucoup plus neutre en matière de carbone. Là-bas, l'adaptation, elle existe déjà, elle fait partie de la vie quotidienne. Et donc, la société civile s'organise. Et s'agissant du Makala, en effet, vous avez des gens qui sont des gens très éduqués au Congo et qui ont commencé à travailler sur des solutions. Il y a un certain universitaire qui s'appelle Cédric Mullieri qui a monté une association humanitaire et qui, lui, est allé chercher quelque chose de très simple qu'on trouve partout, c'est l'argile. L'argile a des pouvoirs calorifiques absolument colossaux. Et ils font des boules d'argile. Ils font des boules d'argile qui remplacent le Makala. Ils éduquent les populations locales à utiliser la boule d'argile à la place du charbon de bois pour cuire les aliments et pour s'en servir comme source d'énergie. Et puis vous avez un autre individu qui s'appelle Mouroula Zigabé, qui est quelqu'un qui est philosophe au départ, qui a fait ses études de philosophie à Bukavu, me semble-t-il, donc à l'université de Bukavu dans le Kivu, et qui lui a trouvé les moyens d'utiliser les déchets organiques, donc il y a des montagnes de déchets, pour les transformer en une poudre qui sert d'énergie et qui remplace également le Makala. Donc c'est extrêmement vertueux et c'est extrêmement efficace. Et vous voyez là que ces initiatives-là qui sont éparses, qui existent au Congo, en gros, méritent d'être développées et nécessite d'être développé face à effectivement cette espèce de fatalité, semble-t-il, mais qui n'en est pas une, qui est cette destruction de la forêt. Alors le deuxième numéro qu'on verra dans quelques semaines sur Ushuaïa TV, vous l'avez consacré à l'Inde face à la montée des eaux. Quel était là l'enjeu? Alors le documentaire est tourné, on peut le Absolument. dire. Qu'avez-vous appris et compris de cette menace de la montée des eaux? Et là, c'est peut-être plus difficile de trouver des solutions alternatives. Alors, d'abord, j'essaye d'aller sur des sujets qui nous touchent, nous. La montée des océans est quelque chose que l'on voit déjà pointer du doigt chez nous, en France, sur nos côtes. L'érosion des côtes est un phénomène lié à la montée des océans. Mais c'est un phénomène qui est global, qui est mondial. Et il y a des endroits où la montée de l'océan est extrêmement critique. Donc vous allez dans le golfe du Bengale, c'est-à-dire, imaginez, vous êtes au nord-est de l'Inde, à la frontière du Bangladesh. Et là, c'est rampant. La montée de l'océan est rampant par deux phénomènes, qui est à la fois la montée de l'océan Indien et à la fois par la fonte des glaces qui viennent de l'Himalaya et qui, par le Gange, si vous voulez, fait monter le niveau de la mer. Et ça concerne des dizaines de millions de gens dans cette région du monde. Donc c'est pas anecdotique. Ce que l'on voit dans le sujet, c'est comment, en gros, cette montée des océans a un impact sur la vie des gens. Et moi, je suis allé vivre avec des communautés qui vivent précisément à la confluence de l'océan et du Gange, et pour voir comment ces gens voient leur maison être engloutie par la force des cyclones, par la montée des océans, qui progressivement ravagent tout sur le passage. Par ailleurs, en effet, comme vous le dites, c'est pas une fatalité. Il y a des solutions qui sont mises en place. D'abord, comment on fait pour continuer à avoir un modèle économique fondé sur l'agriculture, à commencer par la culture du riz, quand vous avez des terres qui sont gorgées d'eau de sel? Il faut savoir qu'a priori, le riz ne peut pas pousser dans une terre qui est salée. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Indiens comme les Bangladais ont développé
des variétés de riz qui sont résistantes au sel. Si bien que dans certaines de ces régions, vous voyez des gens qui parviennent à, malgré tout, malgré cette réalité, à s'adapter pour continuer à pouvoir vivre dans leurs endroits. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, le problème de la montée des océans, c'est que ça a une espèce de bouleversement absolument global qui va au-delà de la vie d'un individu. Par exemple, la vie sauvage elle-même est bouleversée. Il se trouve que dans cet endroit-là, vous avez la plus grande mangrove de la planète. Et dans la mangrove, donc qui sont des forêts dans l'eau, dans la mangrove, vous avez une population de tigres qui est en train de se développer de façon énorme. Et le problème, c'est que les tigres, à cause de la montée des océans, ont de moins en moins, sont des prédateurs, les tigres. Et dans leur environnement, eh bien, ils n'ont plus suffisamment de quoi manger. Pourquoi ? Parce que la montée des océans étant ce qu'elle est, eh bien, leurs proies ne sont plus là. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans les villages et ils vont attaquer les villageois. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre comment les villageois faisaient face notamment à la résurgence des tigres, alors même que vous avez une grande partie de la population qui vit de la pêche, qui vit de la production de crabes. Et donc, je suis allé avec eux pêcher du crabe dans des endroits qui sont des endroits où il y a une forte densité de tigres. Donc les risques sur la vie humaine sont extrêmement forts. Donc comment faire ? Vous avez toutes sortes de solutions, comme par exemple à la fois d'essayer d'encercler les tigres, c'est ce que font les forces de l'ordre, avec des sortes de barrières pour empêcher qu'ils n'aillent dans les villages, mais vous avez aussi de créer des barrières naturelles contre la montée des océans en allant replanter la mangrove et en éduquant les gens pour qu'ils prennent conscience de ce besoin de préserver leur habitat naturel afin de faire face à la montée des eaux. L'Inde face à la montée des eaux, ce sera donc le deuxième numéro de Terre d'urgence. Et puis le troisième, on vous réinvitera pour en parler, ce sera sur la Mauritanie et la menace de désertification. Et le premier dont on a parlé tout à l'heure, c'était effectivement sur le Congo et le makala, le charbon fabriqué à partir des arbres qu'on détruit. On réécoute un extrait. C'est quoi là ce qu'on entend ? Là, ce sont des gens qui sont en train de couper les arbres de ce qu'il reste de cette petite forêt. Là, si vous passez ici dans une semaine, c'est toute cette zone que vous ne trouverez plus. Justin, avant c'était une forêt ici ? Cet endroit-là, cette forêt, on l'a détruite volontairement ? Effectivement, comme vous le voyez, c'est vide. Guy Lagache, en un mot, on se dit souvent quand on regarde des émissions consacrées à l'environnement et tournées au bout du monde que l'empreinte carbone du tournage ne doit pas forcément être extraordinaire. C'est pas le cas pour ces émissions, il faut le préciser, vous tournez avec les moyens les plus réduits possibles. Oui, absolument. Ce qui est, alors, à un moment donné, quand vous voulez aller... vous prenez l'avion quand même. Vous êtes obligé de prendre l'avion pour des raisons qui sont, hélas, évidentes, mais vous êtes tout de même obligé de prendre l'avion. Néanmoins, on tourne à deux, pas plus. On va vivre chez l'habitant. On est dans des formes de tournage les plus rudimentaires, les plus sobres qui soient, parce que précisément en ayant conscience des problèmes que ça pose. Et puis à l'inverse, c'est aussi, je pense, un meilleur moyen de pouvoir comprendre une communauté, un pays, une région, c'est d'être le plus discret, donc le plus léger possible, donc le moins nombreux. Et de ne pas possible. dormir au Sofitel. Non, effectivement, on ne dort pas au Sofitel. Il y a un an, vous aviez réalisé pour France 2 un documentaire assez incroyable intitulé « Un président, l'Europe et la guerre ». Vous avez suivi pendant 6 mois Emmanuel Macron et ses conseillers. C'était pile au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Par exemple, vous êtes dans la voiture avec Emmanuel Macron. On est 22 jours avant la guerre. Bon, ok. Tiens-moi au jus par télégramme et là je rentre. Ouais, merci. Ciao, ciao. Salut. Qu'est-ce qui se passe ? Non, on essaie de coordonner les choses sur la Russie, là. Essayer de faire désescalader tout ça. Et on y arrive ou pas ? C'est trop tôt pour le dire encore. Parce que là, c'est trop tôt. Pour l'instant, ça monte un peu, non ?
y a beaucoup de monde à la frontière, il y a beaucoup de soldats russes qui sont à la frontière et des exercices militaires qui sont là pour montrer. Il y a eu des alertes verbales côté britannique et américain. Après, il y a un débat qu'on a engagé. Je l'ai eu plusieurs fois, on a des discussions. Poutine ? Ouais. C'était un coup de bol, ce documentaire ? Personne n'avait prévu au mois de novembre, quand je suis allé voir l'Élysée pour suivre au quotidien la présidence française de l'Union européenne, qu'il y allait avoir une guerre en Ukraine qui serait déclenchée le 24 février. Ça, Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de bol. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir. Après... l'intérêt, me semble-t-il, du sujet, c'était que c'était à la fois un sujet qui était en soi intéressant, mais qui était en même temps un sujet européen. Or, pourquoi ? Parce que c'était le premier conflit sur le sol européen depuis 1945. Enfin, donc, de ce point de vue-là, le fait d'avoir proposé à l'Élysée, aux équipes du président, de suivre la présidence française de l'Union européenne était intéressante parce que c'était aussi une façon de montrer, il se trouve que c'était au cœur de la problématique du conflit, de l'invasion russe en Ukraine, de montrer comment se bâtit des politiques et des politiques diplomatiques. Et ça, je trouvais que c'était passionnant à raconter. Et en allant jusqu'à montrer et faire entendre cet échange téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. Et la diffusion de cette séquence provoquera la colère de Vladimir Poutine. Est-ce que Macron a vu le documentaire avant sa diffusion ? Quel retour il vous a fait sur ce documentaire ? Encore une fois, je le dis, assez incroyable, parce que vous êtes vraiment au cœur du réacteur. Le président n'a pas vu le sujet avant sa diffusion. Je ne sais pas s'il l'a vu après, figurez-vous. Donc, il se trouve que j'avais, pour être tout à fait transparent, avec mon producteur Emmanuel Champ, on avait dit aux équipes du président que on ferait un visionnage technique. Un visionnage technique, c'est pas un visionnage éditorial du doc, avec deux conseillers de l'Élysée, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'éléments dans le documentaire qui puisse poser un problème de sécurité nationale. Pourquoi ? Parce que, évidemment, lors d'un tournage comme celui-ci, vous filmez, vous avez en votre possession des éléments extrêmement sensibles, classifiés. Donc, il était hors de question de poser un problème, de mettre en danger l'intérêt de la communauté, j'ai envie de dire, par rapport à une divulgation d'une information aussi sensible. Donc c'est la seule chose qu'on a fait. Et d'ailleurs, le sujet a été diffusé tel que on a voulu le diffuser. Enfin, il n'y a pas eu de contrainte qu'elle sorte de la part de l'Élysée, des équipes du président. Donc voilà, après, le fait d'avoir du temps long, le fait de pouvoir s'inscrire dans le temps long, de pouvoir à la fois montrer aux gens que vous tournez ce qui vous intéresse, d'être fidèle à ce que vous leur avez dit, vous créez un climat de confiance qui fait que petit à petit, alors même que c'était extrêmement délicat, extrêmement difficile en tant que journaliste de pouvoir obtenir l'ouverture de certaines portes. Et avec la confiance, les gens finissent par oublier votre présence d'une certaine manière. Je ne sais pas s'ils finissent par l'oublier, mais en tout cas,
il vous octroie une certaine confiance qui m'a permis de faire ce documentaire. Merci beaucoup Guy Lagage d'être venu dans les débats de l'été sur Sud Radio. Puis au passage, je signale que vous avez aussi écrit un premier roman qui s'appelle Une histoire impossible et qui est très chouette à lire. Merci Guy. Merci. C'était les derniers débats de l'été. Lundi à midi, André Berkoff sera de retour sur Sud Radio. Merci à Mylène Nicou et Jules Boscarini qui m'ont aidé à préparer ces émissions. Merci à Thibaut Sadler qui les a mis en ondes et à Manu qui vous répondait au standard. À suivre Passion France avec Christophe Giquet.